Mes chers concitoyens, mesdames et messieurs, comme chaque semaine, nous nous retrouvons pour faire ensemble un point sur l'évolution de l'épidémie de la Covid et des moyens que nous nous donnons pour y faire face. Je vous l'ai dit jeudi dernier, la circulation du virus s'est accélérée depuis une quinzaine de jours. Cette évolution est clairement liée à la progression du variant anglais qui représente maintenant plus de 60% des contaminations dans notre pays. Cette souche est plus contagieuse et donc susceptible d'entraîner une forte accélération des contaminations et donc des hospitalisations si nous ne faisons rien pour enrayer sa dynamique. Comment la situation nationale a-t-elle évolué depuis une semaine? Premier constat, la circulation du virus a continué de progresser, mais il faut le souligner à une vitesse moindre que ce que nous pouvions craindre. Sur les 7 derniers jours, le nombre de contaminations quotidiennes a augmenté de 1,4%, alors que ce même chiffre était de plus 14% au cours de la semaine précédente. Je ne m'en satisfais évidemment pas, car il s'agit toujours d'une hausse, mais il est clair que nous ne sommes pas confrontés, en tout cas pas à ce stade, à une hausse exponentielle de l'épidémie, comme certains modèles le prévoyaient, et comme nous l'avions connu lors des 2 premières vagues. Deuxième constat, la contamination chez les personnes les plus âgées continue de se réduire. La baisse observée chez les plus de 80 ans atteint 17,5% sur les 2 dernières semaines. J'y vois la confirmation des premiers effets de la vaccination qui s'adresse précisément en priorité à ces publics particulièrement vulnérables, et c'est évidemment une très bonne nouvelle. Ces 2 premiers constats ne doivent cependant pas masquer 2 autres éléments beaucoup plus préoccupants. Le premier est que nos établissements de santé restent toujours soumis à une forte pression. Nous comptons hier 25 156 malades hospitalisés pour cause de Covid. Certes, c'est 500 de moins qu'il y a une semaine, mais cela reste un niveau très élevé. Surtout, parmi ces malades, 3 647 étaient hospitalisés en réanimation, soit 200 de plus qu'il y a 8 jours. Cette augmentation n'est pas massive, mais elle démontre bien que la pression ne se relâche pas et qu'elle pèse énormément sur nos soignants, ce d'autant plus que cela dure depuis des semaines, voire des mois. Le deuxième élément préoccupant tient au fait que ces chiffres nationaux dissimulent en réalité des situations territoriales beaucoup plus contrastées. Dans certaines régions, le virus circule moins, voire ralentit, alors que dans d'autres, nous constatons des progressions rapides et des incidences élevées nettement supérieures à la moyenne nationale. C'est pour cela qu'au-delà des règles déjà applicables sur l'ensemble du territoire national, notamment le couvre-feu à 18 h, nous avons décidé la semaine dernière de prendre des mesures spécifiques dans 2 territoires, les agglomérations de Nice et de Dunkerque, qui se sont trouvés rapidement confrontés à une véritable flambée épidémique. Et je veux saluer le sens des responsabilités de la population et des élus de ces territoires. L'évolution préoccupante de 20 départements nous a par ailleurs conduit à les placer sous surveillance renforcée et, vous vous en souvenez, à engager une concertation entre les préfets et les élus pour déterminer les réponses les plus appropriées. Qu'en est-il à ce jour? Dans ces 20 départements, le virus a continué de progresser, à l'exception toutefois des Bouches-du-Rhône et de la Moselle, où l'on note un reflux dont il faudra vérifier s'il est durable. Dans ces 20 départements, les progressions enregistrées conduisent à ce que les niveaux d'incidence dépassent, pour la plupart d'entre eux, le seuil des 250 pour 100 000 habitants et pour 2 départements, le seuil des 400. Il s'agit des Alpes-Maritimes et du Pas-de-Calais. Les taux d'incidence s'échelonnent ainsi entre 217 pour la Meurthe-et-Moselle et 342 pour Paris et les départements de la Petite Couronne. 3 autres départements, les Hautes-Alpes, l'Aisne et l'Aube, ont connu
une progression telle depuis une semaine qu'ils ont franchi le seuil de 250 pour 100 000 et s'ajoutent donc à la liste des 20 départements placés sous surveillance renforcée. L'analyse des derniers chiffres et les retours des échanges avec les élus de ces territoires me conduisent à arrêter 4 séries de mesures. La première est d'étendre le dispositif de confinement le week-end que nous avons mis en place à Nice et à Dunkerque à l'ensemble du département du Pas-de-Calais. L'incidence y est en effet en progression très rapide, 23% au cours des 7 derniers jours, et dépasse, je le disais, dorénavant le seuil des 400 pour 100 000 habitants, soit presque 2 fois la moyenne nationale. Le niveau de saturation des services de réanimation se situe au plus haut de tous les départements français. Les règles du confinement s'y appliqueront dès ce week-end, du samedi 8 h au dimanche 18 h. Deuxième mesure, les grandes surfaces commerciales non alimentaires de plus de 5 000 m² seront fermées dans le Pas-de-Calais. Dans les autres départements à risque, les évolutions observées ne justifient pas de prendre à ce stade des mesures équivalentes. Elles appellent cependant des dispositions supplémentaires pour limiter les risques de regroupement et de brassage dans l'espace public ou dans les grands magasins. Ainsi, les grands centres commerciaux ou grandes surfaces commerciales de plus de 10 000 m² et non seulement 20 000 m² comme jusqu'à présent seront fermés. L'obligation du port du masque sera étendue à toutes les zones urbaines de ces départements où elle ne s'applique pas encore. Les préfets seront également invités, en concertation bien sûr avec les maires concernés, à interdire ou à réglementer l'accès de certains sites très fréquentés pendant les week-ends où l'on observe des regroupements de masse, trop souvent sans masque ni distanciation. Je comprends évidemment le besoin de sortir et de se retrouver, notamment avec le retour des beaux jours, mais les images que nous avons vues encore le week-end dernier dans certaines grandes villes, y compris à Paris, ne sont tout simplement pas raisonnables. Par cohérence, les préfets pourront être amenés à interdire les manifestations organisées dans l'espace public, notamment pendant les week-ends, lorsqu'elles présenteront un risque sanitaire avéré au regard de leurs conditions d'organisation. Ces dispositions entreront en vigueur ce vendredi soir à minuit. Nous allons, par ailleurs, accélérer significativement et dès ce week-end la vaccination dans ces 23 départements, dans des conditions que nous allons vous préciser dans un instant avec Olivier Véran. J'ajoute enfin 2 recommandations. La première est que nous fassions collectivement l'effort de réduire nos contacts sociaux et familiaux. Vous vous en souvenez, nous avions posé ce type de recommandations pour les fêtes de fin d'année et cela avait eu un vrai impact. Pas plus de 6 personnes à l'occasion des moments conviviaux ou familiaux. On sait que c'est souvent là que les transmissions s'opèrent. Je vous demande vraiment d'observer cette règle de prudence au cours des prochaines semaines. Deuxième recommandation, j'invite les habitants des 23 départements concernés à ne pas sortir autant que possible de leur département ou de leur région, s'agissant des départements franciliens. C'est une demande de simple bon sens. Le virus, je l'ai dit, frappe de manière encore inégale les différentes parties de notre territoire. Évitons de le diffuser là où il demeure encore de moindre intensité. Ces situations locales, plus favorables, sont en effet encore très fragiles et rendent impossible à ce stade d'envisager des mesures d'assouplissement territorialisées, ce d'autant que des augmentations fortes et soudaines peuvent s'observer dans des départements jusqu'alors plutôt préservés. En sens inverse, certains s'interrogent, ou s'interrogeront peut-être sur les raisons qui conduisent le gouvernement à ne pas aller plus loin en procédant immédiatement à un confinement pur et simple de ces 23 départements. Je vous le disais la semaine dernière, un confinement, même limité au week-end, est une mesure lourde
d'autant plus lourde que nous en avons déjà connu 2 et que nous supportons encore les effets d'un couvre-feu à 18 heures qui dure depuis maintenant 2 mois. Il ne peut donc s'agir d'une mesure prise dans le doute, de manière préventive ou par anticipation. Je ne dis pas, je n'ai jamais cessé de vous dire que l'évolution des prochains jours ou des prochaines semaines ne nous y conduira pas, voire pourrait nous conduire à envisager des mesures plus dures encore. On voit bien que dans certains départements où l'épidémie s'est envolée, nous n'avons pas eu d'autre choix. Mais je vous le répète à nouveau, nous devons tout faire pour l'éviter et réserver cette option ultime aux situations les plus dégradées et après avoir tout essayé. L'objectif collectif, c'est de tenir ensemble par la mise en œuvre de mesures utiles, nécessaires, mais proportionnées, par la mobilisation de tous, le temps que les conditions météorologiques deviennent moins favorables à la circulation du virus et le temps, surtout, que la vaccination produise ses effets. Car c'est bien d'abord et avant tout le déploiement le plus rapide et le plus ciblé possible de la campagne vaccinale qui nous permettra de sortir de ce tunnel. Précisément, où en sommes-nous aujourd'hui du déploiement de cette stratégie que je vous ai présentée, ainsi qu'au Parlement en décembre dernier? 3,2 millions de personnes sont aujourd'hui vaccinées, dont 1,8 ont déjà reçu leurs 2 doses. Point très important, il s'agit de personnes très exposées, c'est-à-dire pouvant développer des formes graves du virus, et qui sont, vous le savez, des personnes généralement âgées ou présentant des pathologies appelées comorbidités, qui les rendent particulièrement vulnérables. J'insiste auprès de vous sur le fait que la France est en tête en Europe pour la vaccination de ces personnes les plus vulnérables au virus, c'est-à-dire celles qui ont le plus de probabilité d'être hospitalisées, d'être admises en réanimation et parfois de mourir. Nous avons déjà franchi avec succès une étape difficile, mais majeure, avec la vaccination de la population sans doute la plus à risque, celle des EHPAD et des unités de soins de longue durée. Plus de 80% des résidents des EHPAD ont reçu une première injection et 60% ont reçu leurs 2 doses et sont maintenant protégés. Nous avons ainsi franchi une première étape cruciale dans la lutte contre l'épidémie, car comme vous le savez, les résidents d'EHPAD ont été cruellement touchés par la première et la deuxième vague et représentent 1/3 des morts de la Covid en France. C'est une incontestable réussite que d'avoir réussi cette vaccination. La voie est désormais ouverte à une adaptation des règles qui régissent la vie sociale des résidents et notamment l'exercice du droit de visite pour les familles. Je suis très sensibilisé par ce sujet et par les témoignages parfois très poignants que je reçois. Nous avions anticipé ce sujet humainement majeur que je suis de très près avec Olivier Véran et Brigitte Bourguignon, en saisissant le Haut Conseil de santé publique qui vient de nous rendre ces préconisations que nous allons mettre en œuvre très rapidement après concertation. Pour que cette vie sociale apaisée de nos aînés résidant dans les EHPAD et les unités de soins de longue durée puisse retrouver sa pleine dimension, il faudra aussi que les personnels de ces établissements se fassent vacciner. Trop d'entre eux ne l'ont pas encore fait et je les invite solennellement à le faire très rapidement. De manière plus générale, 2 éléments vont nous permettre d'accélérer très fortement la vaccination. Premier élément, les livraisons de doses à la France vont s'accroître dans les semaines à venir. Illustration, en janvier et février, nous avons reçu environ 7 millions de doses, tous vaccins confondus. En mars et en avril, nous devrions en recevoir 22 millions, c'est-à-dire 3 fois plus. Deuxième élément, nous pourrons recourir plus largement à l'un des vaccins AstraZeneca. Nous avons eu en effet
confirmation de l'excellente nouvelle que nous annonçait le professeur Fischer jeudi dernier, ici même. La Haute Autorité de Santé a indiqué lundi, sur la base d'études scientifiques internationales, que sont désormais éligibles à ce vaccin non seulement les personnes de 50 à 64 ans, c'était déjà le cas, mais encore les personnes de plus de 65 ans, ainsi que les personnes atteintes de pathologies à très haut risque de formes graves. Je vous le dis là encore de la façon la plus claire, ce vaccin est un vaccin très efficace et les réserves qu'il a pu susciter au départ n'ont plus lieu d'être. Nous avons maintenant le retour d'expérience de la Grande-Bretagne où le vaccin AstraZeneca a été utilisé sur des millions de personnes. Et ce retour établit clairement que ce vaccin est aussi performant que le Pfizer ou le Moderna. C'est donc un élément, là encore, nouveau et il est très important. Il faut donc utiliser ce vaccin à plein. Ainsi, d'ici la mi-avril, 15 avril, et sous réserve que les laboratoires nous livrent selon le calendrier prévu, nous devrions avoir vacciné en première injection au moins 10 millions de personnes, soit la totalité des personnes vulnérables volontaires aujourd'hui éligibles à la vaccination. D'ici mi-mai, nous devrions avoir vacciné au moins 20 millions de personnes, soit la quasi-totalité de la population volontaire de plus de 50 ans. Et d'ici l'été, nous aurons reçu suffisamment de doses pour avoir proposé la vaccination à 30 millions de personnes, soit les 2/3 de la population de plus de 18 ans. Je veux vous rappeler qui peut se faire vacciner aujourd'hui, où et comment. D'abord, pour les personnes de plus de 75 ans, vous le savez, la vaccination est ouverte depuis le 18 janvier dans les centres de vaccination en réservant sur Internet, sur le site santé.fr ou en appelant le centre le plus près de chez vous. 28% des personnes de plus de 75 ans a d'ores et déjà reçu une première dose. Je sais que beaucoup d'entre vous n'arrivent pas à obtenir un rendez-vous. Je sais votre impatience, celle de vos proches, de vos enfants, et je la comprends parfaitement. Les doses arrivent progressivement et il en résulte que nous ne pouvons pas vacciner tout le monde tout de suite. Comme vous le savez par ailleurs, l'industrie mondiale de production de vaccins est en surchauffe. Il faudra encore faire preuve de patience, mais n'en doutez pas, vous serez vaccinés. Ce d'autant, je l'indiquais tout à l'heure, que le rythme va s'accélérer. Chaque semaine, les centres ouvrent en moyenne 320 000 nouveaux rendez-vous. Il leur reste à en ouvrir encore 850 000 d'ici la fin de ce mois. Pour les personnes de plus de 50 ans, la vaccination, vous le savez, vous êtes ouverte si vous avez ce qu'on appelle une comorbidité, c'est-à-dire un problème de santé vous rendant plus fragile face au virus. Je pense notamment à l'obésité, au diabète, à l'hypertension artérielle, à l'insuffisance respiratoire et aux pathologies cardiaques. Ou si vous avez un cancer depuis moins de 3 ans. Pour vous faire vacciner, vous devez contacter votre médecin. De plus en plus de médecins de ville proposent aujourd'hui la vaccination. Se faire vacciner par son médecin traitant reste le canal privilégié lorsque vous avez l'une de ces comorbidités, car il est celui qui connaît le mieux vos facteurs de risque. J'ai d'ailleurs ce soir invité un médecin généraliste, le docteur Marie-Laure Albi, qui a accepté de vous faire part de son témoignage de terrain et je lui donnerai la parole dans quelques instants. Toujours pour les personnes ayant plus de 50 ans et présentant une comorbidité, il vous sera également possible de vous faire vacciner chez votre pharmacien à compter de la semaine du 15 mars, une fois que nous aurons reçu la prochaine livraison de vaccins AstraZeneca. La Haute Autorité de Santé a donné son approbation et le décret autorisant cette nouvelle étape majeure dans notre stratégie de vaccination sortira demain.
La vaccination se passera comme pour la grippe. Vous n'aurez pas besoin d'une prescription médicale et vous pourrez vous rendre directement à un officier. Les modalités concrètes, concertées par le ministère chargé de la Santé avec la profession, vous seront précisées dès la semaine prochaine. Si vous avez maintenant entre 50 et 74 ans, mais que vous n'avez pas de pathologie particulière, vous pourrez vous faire vacciner à compter de la mi-avril. Si vous avez moins de 50 ans, vous pouvez vous faire vacciner uniquement si vous avez une pathologie à très haut risque de forme grave de la Covid, et ce, depuis le 18 janvier. Si vous avez un cancer, une maladie rénale chronique sévère, si vous êtes transplanté, si vous êtes atteint de polypathologie chronique ou de trisomie 21. Vous êtes alors prioritaire dans les centres de vaccination et vous pouvez aussi vous faire vacciner chez votre médecin traitant. Je rappelle enfin que les soignants, médecins, infirmiers, sages-femmes, aides-soignants, aides à domicile, sont éligibles à la vaccination depuis début janvier. Or, seul un soignant sur 3 est aujourd'hui vacciné. Ce n'est pas normal et cela compromet notre capacité à lutter effectivement et efficacement contre le virus, alors même que nous connaissons une reprise épidémique inquiétante. Le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, y reviendra dans un instant. Comme je vous l'ai indiqué, la progression des livraisons va nous permettre de faire monter fortement en puissance la vaccination. L'enjeu est maintenant que toute la chaîne suive pour que ces doses soient utilisées le plus rapidement possible. Cela doit être le cas partout et plus encore dans les territoires les plus durement touchés par l'épidémie. Ainsi, ce sont 135 000 nouvelles doses qui seront allouées d'ici ce soir dans les départements prioritaires placés sous surveillance renforcée. Sur ce total, 10 000 doses seront en particulier adressées dans le Pas-de-Calais. Nous en appelons à la mobilisation générale. Maires, soignants, hôpitaux, tout le monde doit être sur le pont, y compris le week-end, pour vacciner aussi vite que possible. Nous sommes entrés dans une course contre la montre, contre l'épidémie, et nous avons besoin de la contribution de tous les acteurs que je sais parfaitement mobilisés. Je passe immédiatement la parole au ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, c'est vrai, notre volonté depuis le début, c'est de vacciner, en sécurité bien sûr, mais le plus vite possible, en privilégiant les plus fragiles d'entre nous, ceux qui sont avec le plus grand risque de développer une forme grave s'ils devaient contracter le coronavirus. Vous le savez déjà depuis 2 mois, les soignants, les élus, les services de l'État, les ARS, les préfectures se sont jetés dans la bataille de la vaccination en ne comptant ni leurs heures ni leurs efforts. Face à la situation épidémique et dans un contexte d'augmentation du nombre de doses disponibles, cette mobilisation générale donc a vocation à s'intensifier encore dans les semaines à venir et c'est évidemment une bonne nouvelle. Une première marche de cette accélération a été franchie aujourd'hui, puisque nous avons réalisé en moins de 24 heures plus de 200 000 vaccinations dans notre pays, dont plus de 60 000 vaccinations par AstraZeneca. Mais une marche importante va être effectivement franchie ce week-end, puisque nous avons demandé l'ouverture d'un maximum de centres de vaccination, et d'ailleurs la création de centres éphémères supplémentaires partout où cela sera jugé utile, de manière à vacciner pendant tout ce week-end. Par avance, merci à l'ensemble des acteurs dans les territoires, en premier lieu les soignants, mais aussi les élus qui se mobilisent pour pouvoir réussir cette vaccination ce week-end. Nous en attendons beaucoup, nous mettons la barre haut, nous verrons à la fin du week-end comment cela se sera passé, mais d'ores et déjà, vous pouvez compter sur la mobilisation de tous, notamment dans les départements qui sont le plus en tension épidémique, où effectivement un renfort de doses, sans déshabiller aucun territoire, je rassure, a pu être organisé de manière à intensifier cette campagne. Dans les prochaines heures, demain au plus tard, les agences régionales de santé communiqueront sur les modalités opérationnelles de cette vaccination. Un certain nombre d'entre vous qui étaient inscrits en liste d'attente sont ou seront
appelés par les différents centres pour venir vous faire vacciner. Nous laissons une liberté organisationnelle au territoire. Le maire de Nice me confiait tout à l'heure qu'il comptait bien écouler 12 000 doses de vaccins qui lui ont été allouées pour ce week-end. En Île-de-France, c'est un système de tickets qui pourront être pris à l'entrée des centres et qui permettront ensuite d'avoir un rendez-vous dans le week-end pour que, évidemment, cette intensification aille aussi avec une bonne organisation pour tous. En parallèle de cette vaccination en centre, j'ai demandé à l'ensemble des établissements hospitaliers d'accélérer encore la vaccination au sein des hôpitaux, que ce soit la vaccination des professionnels de santé ou des patients qui relèvent de la vaccination. Et en parallèle, enfin, nous avons demandé à ce que soient déployés des fameux barnums de tests dans les zones les plus en tension épidémique au cours des prochains jours, en plus des 2 millions de tests que nous réalisons déjà chaque semaine dans notre pays. Ensuite, je veux insister sur la vaccination en ville par les médecins généralistes dans un premier temps et donc bientôt par les pharmaciens. Cette vaccination en ville, elle prend son essor. C'est un pilier de notre stratégie pour apporter le vaccin au plus près de nos concitoyens. Entre la semaine dernière et cette semaine, ce sont plus de 800 000 vaccins qui ont été livrés aux médecins par l'intermédiaire des pharmacies. La semaine prochaine, ce sont 750 000 vaccins supplémentaires en réponse aux commandes qu'ils ont passées. Ils ont été très nombreux à le faire jusqu'à hier. En tout, donc, plus de 1,5 million de patients ont ou vont recevoir une première injection de vaccin de la part de leur médecin. Ce que nous souhaitons, ce que souhaitent les patients, c'est évidemment que ces doses, une fois qu'elles sont attribuées, elles puissent être administrées le plus vite possible. En d'autres termes, au regard de l'usage sanitaire, les doses ne doivent évidemment pas dormir dans des frigos de pharmaciens ou de médecins. Et je demande à l'ensemble des professionnels de santé de s'organiser pour récupérer ces doses le plus vite possible lorsqu'elles sont livrées, de manière à les administrer dans la foulée à leurs patients. Je sais que la mobilisation des médecins est pleine et entière, de même que celle des pharmaciens. Par exemple, les doses qui ont été commandées la semaine dernière et qui sont allouées en pharmacie cette fin de semaine doivent être récupérées d'ici lundi, sans quoi elles pourraient être réaffectées ou utilisées directement par les pharmaciens. Vu la situation, nous ne pouvons pas nous permettre de faire autrement, évidemment, que d'aller vite. Le Premier ministre l'a dit, les pharmaciens pourront vacciner en officine, et c'est une bonne nouvelle, à compter de la mi-mars, et le décret sortira demain qui leur permettra de le faire. Je résume donc en pratique pour vous qui nous regardez ce que représente cette mobilisation pour ce week-end. Si vous avez 50 ans ou plus et que vous êtes atteint d'une maladie chronique, d'une comorbidité, de l'hypertension, du diabète, un antécédent de cancer, une bronchite chronique obstructive, si vous avez plus de 75 ans, quel que soit votre état de santé par ailleurs, et que vous n'avez pas pu encore prendre rendez-vous dans un centre de vaccination, renseignez-vous. Vous aurez des informations auprès de vos médias locaux, auprès de vos élus, auprès de votre centre de vaccination le plus proche, ou pourquoi pas de votre médecin, pour vous faire vacciner. J'ai demandé aux agences régionales de santé de communiquer dans tous les territoires le plus vite possible pour donner ces indications. Ça ne veut pas dire que tout le monde pourra être vacciné ce week-end. Évidemment, nous n'avons pas suffisamment de vaccins pour cela, mais ça veut dire que nous souhaitons encore intensifier notre campagne vaccinale. Le vaccin fait partie des armes dont nous disposons pour lutter contre l'épidémie, comme l'a rappelé le Premier ministre. Chacun d'entre nous en disposeront progressivement. Mais nous avons également d'autres armes. D'abord, vous avez la possibilité, je le rappelle, de vous faire tester dès que vous avez des symptômes, ou quand vous avez un doute, ou quand vous avez été en contact avec une personne malade. Chaque semaine, nous réalisons donc toujours plus de 2 millions de tests dans les laboratoires, dans les pharmacies, dans vos communes, par vos employeurs. Fidèles au principe de solidarité de notre pays, ces tests sont gratuits, entièrement pris en charge par la sécurité sociale, afin qu'il n'y ait pas de frein. Quand je dis que vous pouvez vous faire tester, c'est vous évidemment qui vous faites tester. Vous l'avez massivement fait avant les fêtes et cela a contribué à éviter une flambée épidémique. Depuis la semaine dernière, nous avons également déployé des tests salivaires dans les écoles, mais bientôt nous le ferons également dans les crèches, dans les établissements sanitaires, dans les établissements médico-sociaux, dans toutes les structures qui accueillent des personnes en situation de handicap, en lien avec Sophie Cluzel, secrétaire d'État en charge des personnes handicapées, et avec Brigitte Bourguignon, ministre déléguée à l'autonomie. Face à une situation épidémique à risque, et je vous le dis, au moindre doute, à la moindre alerte, au moindre symptôme, faites-vous tester. Mais se faire tester, ça ne suffit pas. L'autre arme dont nous disposons et qu'il est absolument indispensable d'utiliser sans modération, c'est la mise à l'abri ou l'isolement. C'est-à-dire, quand on est malade ou quand on est cas contact d'une personne malade, on évite absolument d'entrer
en contact avec une autre personne pour éviter de propager le virus. Nous avons, il y a 2 semaines, porté la durée de l'isolement de 7 à 10 jours pour une personne malade. Elle est restée de 7 jours pour une personne cas contact. Depuis le début en France, nous avons fait un choix assumé, celui de ne pas contraindre à l'isolement, mais de permettre à tous de pouvoir le respecter en responsabilité. De faire en sorte qu'une personne malade ou cas contact, quelle que soit sa situation, puisse observer la durée d'isolement qui convient dans de bonnes conditions matérielles. Nous avons supprimé le délai de carence, je vous le rappelle. Nous avons créé des procédures facilitées de demande d'arrêt de travail en ligne. Nous avons identifié des équipes d'appui à l'isolement. On vous propose le passage d'un infirmier ou d'une infirmière libérale chez vous pour tester votre entourage si vous êtes malade. On vous propose également des cellules territoriales d'appui à l'isolement avec des travailleurs sociaux qui peuvent vous aider jusque dans vos démarches administratives, vos courses ou vous aider pour la garde de vos enfants. Mais au fond, le succès de l'isolement, il repose avant tout sur chacun de nous. Je voudrais vous parler brièvement de l'étude qui s'appelle l'étude Comcor. Elle est pilotée par quelqu'un que vous connaissez si vous êtes fidèle à ses conférences de presse, le professeur Arnaud Fontanet. Elle est pilotée par l'Institut Pasteur en lien avec Santé publique France et l'assurance maladie. Et cette étude, elle souligne que la première barrière contre l'épidémie, c'est évidemment le respect des gestes barrières, mais aussi la réduction des contacts et le respect scrupuleux de l'isolement lorsqu'on est soi-même infecté ou cas contact. Ces travaux, ils sont intéressants. Ils confirment que les risques de contamination sont principalement accrus lors des repas, dans des réunions privées, sur les lieux de travail lorsque la vigilance se relâche, notamment lorsqu'on finit par ôter son masque. Les personnes en télétravail présentent par exemple un risque d'infection réduit de l'ordre de 30%. Et dans près de la moitié des cas qui sont survenus sur le lieu du travail, près de la moitié des cas d'infection, de transmission du virus sur les lieux professionnels, les personnes qui ont contaminé leurs collègues de travail étaient symptomatiques et ne s'étaient pas isolées. Il ne faut pas avoir de pudeur. Si vous avez des symptômes qui vous laissent penser que vous pourriez avoir contracté le Covid, n'attendez pas le résultat de votre test, n'allez pas travailler en attendant de voir comment est-ce que ça évolue. Si vous avez des doutes, vous devez vous isoler, réaliser le test et on vous accompagne pour cela. L'étude, elle montre aussi que l'isolement est souvent mis en œuvre trop tardivement et insuffisamment au sein de la cellule familiale, au sein du foyer, parce que les patients attendent de plus en plus le retour de leur test pour s'isoler de leurs proches. Et seulement 60% des personnes reconnaissent s'être mises en isolement vis-à-vis de leurs proches dans leur foyer tant qu'elles n'avaient pas le résultat de leur test. Donc vous voyez, à chaque fois, ce sont des risques de contamination qui sont évitables par l'attention que nous portons, chacun d'entre nous, au quotidien, à la protection des personnes autour de nous. Je vous le rappelle, s'isoler, c'est se protéger soi-même et c'est protéger les autres. L'épidémie est là. Chaque jour, nous sommes encore trop nombreux à contracter le virus. On peut encore limiter nos contacts, respecter l'isolement et vaincre cette épidémie. Enfin, je voudrais dire un mot, évoquer une question qui est celle de la vaccination des soignants. Le taux de vaccination des soignants, sur le papier, il dépasse aujourd'hui le taux de couverture classique contre la grippe observé chaque année chez les soignants. En pratique, ce sont 40% des soignants en EHPAD et 30% des soignants sur l'ensemble du système de santé qui sont vaccinés. Clairement, ça ne suffit pourtant pas. Nous disposons, je le rappelle, de vaccins efficaces, à commencer par le vaccin AstraZeneca. Le professeur Alain Fischer est revenu la semaine dernière devant vous sur ses qualités et sur son efficacité. Je vous le dis en franchise, quand on est soignant, il est de notre responsabilité de se protéger soi-même et d'éviter d'exposer ceux dont on prend soin au risque d'un virus qui peut les percuter durement. En se vaccinant, vous vous protégez vous et vous protégez vos patients, en évitant de mettre en danger leur prise en charge parce que vous tombez malade. Et par ailleurs, il se pourrait aussi, nous avons des études très intéressantes qui tentent à montrer que la vaccination protégerait, je mets encore un peu de conditionnel, protégerait la transmission du virus et donc protégerait de la contagiosité. Et donc ça éviterait évidemment de contaminer des personnes fragiles en EHPAD ou à l'hôpital. C'est pourquoi dès demain, j'écrirai une lettre à l'ensemble des soignants de notre pays, qu'ils soient en ville, qu'ils soient à l'hôpital, qu'ils soient en établissement médico-social, pour les inciter très fortement à se faire vacciner, mais également évidemment pour les remercier pour leur mobilisation sans faille depuis plus d'1 an dans la lutte contre cette épidémie. Je suis convaincu que nous observerons dans les prochains jours une adhésion grandissante des soignants à la vaccination. C'est absolument nécessaire à ce stade. Je vais laisser la parole à Marie-Laure Alby,
médecin généraliste dans le 14e arrondissement à Paris et qui souhaite témoigner de sa pratique de la vaccination en cabinet. Et pendant que le docteur Albi nous rejoint, je voudrais par avance remercier toutes celles et ceux qui, ce week-end, dans les centres de vaccination, vont se mobiliser et saluer le renfort que nous apporteront les personnels sapeurs-pompiers qui seront mobilisés à l'instigation du ministre de l'Intérieur. Cher docteur, je vous cède la parole. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, mes chers concitoyens, je suis un peu émue de témoigner d'une année d'activité de nos collègues depuis cette épidémie qui nous frappe tous et qui nous a conduit à changer considérablement notre manière d'exercer. Depuis le début de l'épidémie, il y a 1 an, les médecins généralistes et l'ensemble des professionnels de santé se sont mobilisés de façon incroyable, inédite, pour suivre les patients Covid à domicile en ville, puis pour dépister, tracer, accompagner l'isolement de nos concitoyens par de la persuasion, par des entretiens, par de l'accompagnement. On a trouvé là un partenariat tout à fait inédit avec nos collègues infirmiers, libéraux, l'hôpital, l'assurance maladie, l'ARS, et nous avons souvent pu travailler dans des locaux prêtés par les collectivités locales. C'est suffisamment extraordinaire pour le souligner. Tout le monde s'est mis au service de cette épidémie pour lutter avec l'ensemble du pays et préserver la population. Avec l'arrivée des vaccins, franchement, c'était un message d'espoir. Et nous n'en pouvions plus d'attendre. Donc, fin décembre et début janvier, l'ensemble des professionnels de santé s'est engagé aux côtés des hospitaliers qui ont commencé à vacciner très rapidement. Nous avons ainsi appris à nous organiser. Nous avons été aussi dans les EHPAD pour les aider à vacciner, là encore, binôme infirmiers et médecins travaillant de concert. Et enfin, nous avons pu être soutenus avec toujours les mêmes partenaires pour créer ces centres de vaccination répartis sur le territoire, que vous connaissez pour y avoir peut-être été en ce qui concerne les populations de plus de 75 ans, mais qui sont entièrement animés et organisés par l'ensemble que je vous ai cité tout à l'heure, c'est-à-dire les professionnels de santé de ville soutenus par les collectivités locales, les institutions comme l'ARS, l'assurance maladie. Et c'est tout à fait une organisation qui a permis, en tout cas dans mon quartier, le 14e, de vacciner près de 3000 personnes de plus de 75 ans depuis le début où nous avons été fournis en doses. Ça suppose une organisation complexe puisque, comme vous le savez, le vaccin doit être délivré dans certaines conditions et utilisé dans d'autres. Et c'est pour ça que nous étions tout à fait volontaires pour aller travailler tous ensemble dans un système collectif. Et puis maintenant, nous arrivons dans une nouvelle phase. Une phase qui va permettre d'accueillir dans nos cabinets nos patients les plus vulnérables. Bon, ça a un petit peu changé, les catégories. On est passé de 50 à 64 ans. Le jour suivant, c'était 50-74. Et enfin, c'est tout le monde, c'est plus simple. Mais ça veut dire que nous appelons nos patients, nous leur donnons des rendez-vous. Un certain nombre nous appellent. Et je pense que sur les 1600 patients qui sont actuellement mes patients, il y en a environ 400 qui sont en affection de longue durée, donc ça donne une catégorie assez simple de patients vulnérables. Il y en a d'autres, mais au moins ces 400-là, j'espère en vaccinant 50 par semaine, il faut aller plus vite, on en mettra 100, en 1 mois ou 2, avoir protégé l'ensemble de ces patients de 50 à 100 ans, puisqu'il y en a qui ont 100 ans, qui sont particulièrement vulnérables, et après on passera aux autres. Donc je pense vraiment que cette phase est une phase d'espoir. Je n'ai pas besoin d'encourager les patients à venir se faire vacciner parce qu'ils appellent tous les jours, mais je pense que ça permet aussi d'envisager l'avenir avec plus d'optimisme. Depuis 8 jours donc, je vous donne un exemple concret, mais je pense que mes collègues ont fait la même chose, les 5 médecins du cabinet dans lequel je travaille se sont réunis pour proposer des séances de vaccination, à peu près 1 par jour pour l'instant en fonction de l'arrivée des doses, y compris le samedi et pourquoi pas le dimanche. Après, demain dimanche, Monsieur le Premier ministre, on est obligé d'aller au centre de vaccination puisque vous nous avez attribué des doses. Donc, on verra comment on se partage. Nous prenons les flacons à côté chez le pharmacien de proximité. Bon, parfois, moi, je les laisse dans son frigidaire puisqu'on nous a accusé de ne pas avoir les bons frigidaires, au moins celui du pharmacien. Je vais les prendre au fur et à mesure. Nous allons les utiliser. Et d'autre part, nous appelons ces patients et tous viennent et on les vaccine dans un cadre de consultation simple où on peut avoir des échanges. Et c'est un moment d'échange, de réassurance
et de plaisir, enfin de contentement, parce que clairement la population française a vraiment très envie d'être vaccinée rapidement. Je terminerai pour dire que nous sommes à peu près actuellement les 2 tiers des médecins généralistes qui se sont donc engagés dans une organisation, encore une fois, inédite, puisque ce n'est pas du tout comme ça qu'on travaillait il y a 1 an, pour accueillir nos patients, pour consacrer une partie importante de notre activité à les protéger le plus vite possible. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est quand même un des éléments essentiels de lutte contre l'épidémie. Et c'est aussi d'une certaine manière, la relation que nous avons avec nos patients qui prend tout son sens. Elle facilite cette vaccination, elle permet un dialogue serein qui est bien nécessaire en ce moment. Et nous souhaitons continuer à nous adapter et à participer à cet effort de tous au service de la population, parce que nous sommes aussi accompagnés par des bénévoles, par des patients qui nous ont proposé de nous donner un coup de main, parce que toutes ces organisations agiles sont consommatrices de temps, mais nous le faisons bien volonté pour contribuer à ce travail collectif de protection de la population. Je terminerai par un appel à mes collègues soignants. Ce que vous nous avez dit tout à l'heure, moi, me choque. Vraiment, venez tous vous faire vacciner dans nos cabinets. Autres soignants, je sais qu'en principe, les soignants hospitaliers sont pourvus dans leurs hôpitaux, mais venez tous, aide à domicile, infirmières, aides-soignantes, venez tous vous faire vacciner, nous vous accueillerons, nous le ferons, parce que c'est très important de protéger les personnes que vous soignez, mais également vos familles. Un certain nombre de soignants ont été très durement touchés par le Covid, et je pense essentiel que vous vous protégiez au plus vite, vous et les personnes que vous soignez. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le ministre. Merci beaucoup, cher docteur, à la fois pour votre témoignage et surtout pour votre engagement. Mesdames et messieurs, je n'ignore rien de ce que vous avez vécu, de ce que nous avons vécu au cours des 12 derniers mois. 12 très longs mois. La période que nous vivons est une épreuve et un combat. C'est aussi et surtout un engagement collectif. En 1 an, beaucoup de choses ont changé. Nous avons progressé, nous avons appris. Nous avons progressé sur la connaissance du virus, sur les gestes barrières, sur les tests, sur les vaccins, bien sûr. Et nous avons appris sur l'impact du confinement, son impact économique, son impact social et, je le dis à dessein, son impact humain. Comme je vous l'ai toujours dit, le confinement n'est pas impossible, mais il n'est pas inéluctable. Ce choix du non-confinement a cependant une contrepartie. Pour le gouvernement, c'est de mettre un coup d'accélérateur sur les tests et sur les vaccins, et très vite, dès ce week-end. Et pour nous tous, c'est de respecter plus que jamais les gestes barrières, de redoubler de vigilance. Ces prochains week-ends, même si vous n'y êtes pas contraints, restez le plus possible chez vous. Limitez ce qu'on appelle vos interactions sociales. Si vous avez des symptômes, Olivier Véran vous l'a dit, testez-vous et isolez-vous sans aucun délai. Nous devons tenir ensemble. Je crois en nous et en notre force collective. Je vous remercie. Et avec Olivier Véran, nous allons maintenant répondre aux questions de la presse. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Yohann Usaï pour CNews. Hier, le porte-parole du gouvernement a évoqué un retour à une vie, je cite, plus normale dès le 15 avril prochain, soit dans 6 mois. Est-ce que vous pouvez ce soir nous confirmer ce calendrier et pouvez-vous également, s'il vous plaît, nous décrire ce que signifie pour vous une vie plus normale? Je vous remercie. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Pour rebondir sur la question de mon confrère, quand vous dites revenir à une vie normale à la mi-avril, alors vous avez évoqué un chiffre, à la mi-avril, ce seront 10 millions de personnes, selon vous, qui seront vaccinées. À ce moment-là, si on compare avec notre voisin européen, le Royaume-Uni, eux, ce sont 20 millions de personnes qui sont vaccinées alors qu'ils commencent à desserrer l'étau. Est-ce que donc, selon vous, cet objectif est réalisable
de retour à la vie normale. Et une deuxième petite question concernant les doses d'AstraZeneca qui ne sont pas utilisées par les soignants et qui dorment en quelque sorte. Que faire de ces doses? Est-ce qu'il ne faut pas les réaffecter dans les régions sous tension, dans les pharmacies notamment? Qu'est-ce que vous comptez faire de ces doses-là? Merci. Deux questions. D'abord, sur l'échéance du 15 avril, c'est une échéance qui, si vous me le permettez, n'est pas tout à fait nouvelle dans les objectifs que nous avons déclinés en matière de vaccination, puisqu'effectivement, comme je le rappelais tout à l'heure, au terme des livraisons qui sont programmées, à cette date, nous devrions avoir, je le dis, j'espère même dépasser le seuil des 10 millions. Mais comme je suis un homme raisonnable, responsable et prudent, j'ai donné ce chiffre des 10 millions. C'est surtout en termes de population vaccinée. Et je vous rappelle que de ce point de vue-là, les comparaisons européennes, vous en avez cité une, ou extra-européennes, trouvent un peu leurs limites. C'est-à-dire que nous aurons vacciné des personnes très et particulièrement vulnérables, les 10 millions en question. C'est-à-dire que normalement, nous pourrons en attendre un impact fort sur la pression hospitalière et effectivement, en conséquence de quoi, nous pourrons, si tout cela se confirme, sous réserve de l'évolution des données épidémiques, il faut bien entendu être extrêmement sourcilleux, nous pourrons effectivement envisager à ce moment-là de desserrer un certain nombre de contraintes. C'est en tout cas notre objectif clair. Olivier, sur les doses d'AstraZeneca et pour compléter peut-être la question. Sur les vaccins AstraZeneca, nous avons fait le choix, la Haute Autorité de Santé nous a enjoint à faire un choix qui était de permettre aux soignants de se protéger très vite avec le vaccin AstraZeneca. Les soignants sont un certain nombre à se protéger. J'ai rappelé aujourd'hui 60 000 vaccinations en AstraZeneca dans notre pays. Pour part, les soignants à l'hôpital, pour part, ce que font les médecins généralistes et qui est extrêmement précieux dans leur cabinet. Il reste effectivement des doses qui ne sont pas à ce jour utilisées et dont on sait qu'elles ne seront pas utilisées à très court terme dans leur totalité. Vous posez une bonne question qui est à la fois la question et la réponse, puisque nous avons décidé de permettre d'utiliser ces doses AstraZeneca dans tous les territoires qui les contiennent pour pouvoir les proposer à la population qui relève de la vaccination dès ce week-end. Dès ce week-end. Ainsi, il n'y a pas de doses en réalité dormantes à l'hôpital. Ce sont des doses destinées aux soignants et aux malades hospitaliers qui seront demain destinées aux soignants, aux malades hospitalisés et aux personnes qui sont à vacciner en ville. Sur la première question, c'était le retour à la vie normale à date du 15 avril. Alors, on ne donne pas au fond de date. On tire d'abord des enseignements de ce que la France a connu l'année dernière et de ce que des pays autour de nous connaissent. On sait qu'à la période du printemps, les conditions climatiques sont manifestement moins favorables à la circulation du virus. On le sait parce que tous les pays qui nous entourent ont vécu une période qui allait de mai à septembre, plutôt clémente de ce point de vue-là. Ajoutez à ça l'effet de la vaccination, on peut penser légitimement que d'ici à la mi-avril, ou peut-être à la fin avril, ou peut-être au début du mois de mai, ça, on ne peut pas le dater précisément, on n'a pas de boule de cristal, il nous soit possible de relâcher un certain nombre de contraintes si la situation épidémique le permet, ce qui veut dire deux choses. Ce qui veut dire que dans les prochaines semaines et jusqu'au 15 avril, on ne peut pas espérer diminuer le niveau de contrainte qui aujourd'hui pèse sur les Français, hélas. Donc il n'y a pas de réouverture programmée ou anticipée dans cette période. Et ce qui veut dire aussi que nous préparons la possibilité ensuite d'alléger les contraintes si la situation épidémique le permet. Nous l'avions fait l'année dernière et nous le referons dès que l'occasion s'y présentera. Bonjour, Jérémy Marot pour l'AFP. Sur les stocks de vaccins AstraZeneca, peut-être que vous pouvez éclaircir quelque chose. Vous dites, les médecins, les soignants, emparez-vous de ces doses et pour ne pas qu'elles dorment dans vos frigos. Mais les médecins disent, eux, nous, on n'est pas suffisamment livrés, on doit annuler des rendez-vous et c'est la DGS, la Direction Générale de la Santé, qui ne nous a pas livrés à temps. Donc, on ne sait pas très bien qui croire in fine. Est-ce que vous pouvez clarifier ce point? Et question supplémentaire, pour les médecins ou les pharmaciens qui vaccineraient en AstraZeneca, donc avec des flacons qui contiennent 10 doses, s'il leur reste une dose ou deux à la fin, qui doivent-ils vacciner? Est-ce qu'ils doivent vacciner hors critères ou doivent-ils, parce que le flacon menace d'être périmé, jeter le flacon à la poubelle?
Angela Charlton de l'agence de presse AP. Deux questions si je peux. Comment expliquez-vous qu'il y a toujours 20 000 infections et des centaines de morts par jour, malgré les mesures en place et malgré les efforts d'anticiper le variant anglais? Et quelles sont vos dernières données sur la source de ces infections? Vous avez évoqué les lieux de travail, ou est-ce que c'est aussi transport public, les écoles? Et deuxième question, nous observons les policiers, les salariés des agences gouvernementales qui enlèvent leur masque en public, qui mangent dans les restaurants clandestins. Comment comptez-vous lutter contre ce phénomène? Est-ce que vous avez les chiffres sur combien de fonctionnaires ont été verbalisés pour violation des mesures barrières? Olivier, pour la première question, les deux premières questions. Alors, d'abord, les médecins ont été nombreux, et je les remercie pour ça, à se mobiliser et à nous dire, nous, on voudrait vacciner nos malades. Et donc, on leur a proposé de réserver un certain nombre de doses de vaccins. Comme vous le savez, c'est toujours le même problème et la même équation. Plus on a de doses, plus on peut en donner pour la vaccination. Et quand il y a plus de demandes que de doses disponibles, on est obligé de rationner. Et donc, on a expliqué aux médecins, la première semaine, ce qui a été fait avec le docteur Albi, j'imagine, vous pouvez réserver tant de doses de vaccins. On se charge de les livrer dans la pharmacie qui est à côté de chez vous, de votre cabinet médical. On vous demande d'aller les chercher, ces vaccins, et de prévoir rapidement de vacciner vos malades. C'est simple. Dans 96% des cas, toutes les livraisons se sont déroulées en temps et en heure, au bon endroit, avec la bonne quantité. Quand on pense aux milliers de points de distribution de pharmacies que ça concerne, ça veut dire que tout le monde a super bien travaillé, les médecins, les pharmaciens, les logisticiens, et ça, c'est positif. Ensuite, il y a un certain nombre de pharmaciens qui disent aujourd'hui, nous, les médecins ne sont pas encore venus chercher les doses de vaccins qu'ils avaient commandées. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? C'est là que je demande aux médecins de venir chercher rapidement les vaccins qu'ils ont commandés chez leurs pharmaciens, sans quoi, au bout de quelques jours, on va dire aux pharmaciens, si personne n'est venu chercher ces doses, vous pouvez les réallouer, ou à des médecins qui vous disent, moi j'aimerais bien vacciner plus, mais je manque de doses, ou vacciner vous-même, ce sera bientôt possible pour eux. C'est de ce point de vue-là vraiment basique. Sur qui vacciner en cas de dose en plus dans les flacons. Vous pouvez faire confiance aux gens, qu'ils soient médecins, pharmaciens, infirmiers. Quand ils voient qu'il leur reste une dose dans un flacon, ils trouvent qui vacciner. De préférence, évidemment, des personnes qui sont dans la cible, mais la règle d'or, c'est de ne jamais jeter du vaccin quand on peut vacciner quelqu'un. Donc, il y a de la souplesse de ce point de vue-là. Sur la question, vous posiez la question, pourquoi est-ce qu'il y a encore, hélas, trop de décès, trop de gens qui tombent malades dans notre pays, malgré le couvre-feu, malgré les mesures qui sont en vigueur? Nous adaptons des mesures à la situation épidémique, parce que nous tenons compte de l'impact psychologique, social, économique, culturel pour les Français, qui est très lourd, de chaque mesure que nous prenons pour les protéger de la circulation du virus. Et nous proportionnons cela avec un objectif, sauver un maximum de vies, protéger les hôpitaux et éviter que les gens soient trop nombreux à tomber malades. Mais madame, j'observe que dans un certain nombre de pays dans lesquels les commerces sont fermés depuis plus de 2 mois, dans lesquels les écoles sont fermées depuis plus de 2 mois, aucun enfant ne va à l'école en Allemagne depuis plus de 2 mois, par exemple. Les commerces dits non essentiels, pardon pour l'expression, ils sont fermés depuis plus de 2 mois. La vie s'est arrêtée comme dans le confinement généralisé du printemps dernier en France. C'est très long. Là-bas, l'épidémie a bien diminué et aujourd'hui, elle a arrêté de diminuer. Elle a arrêté de diminuer. L'Italie, également, avec un confinement qui a été long, enregistre à nouveau une petite accentuation du nombre de cas, etc. Donc, cela montre bien que, les mesures que nous avons en vigueur dans notre pays sont efficaces. Certains en doutaient, je parle du couvre-feu. Or, il n'y a plus un scientifique aujourd'hui pour dire le contraire. Est-ce que ça suffit face à la montée des variants? Nous le regardons, nous l'objectivons jour après jour, semaine après semaine. Là où ça ne suffit pas manifestement, dans les départements dans lesquels l'incidence est trop élevée et où les hôpitaux se remplissent, nous prenons des mesures supplémentaires en concertation avec les élus localement. Et là où ça tient, eh bien, nous tenons en attendant des jours meilleurs et en attendant d'avoir protégé par la vaccination davantage de Français. Je vais répondre, juste, je me permets, Olivier, je complète la réponse. C'est précisément, évidemment, vous avez dit, il y a chez les médecins des gens qui n'ont pas encore la possibilité de se faire vacciner parce que les médecins manquent de doses. C'est aussi vrai des centres de vaccination. Je le dis et je le répète, on ne peut pas vacciner toute la population prioritaire française en un jour. C'est clair. Mais c'est précisément parce qu'il y a cette situation qu'il faut que nous évitions par tout moyen que, par ailleurs, des doses restent inemployées. C'est notre objectif. Et effectivement, soyons clairs, pour le vaccin AstraZeneca, que ce soit dans les hôpitaux, par rapport à certaines réticences qui s'étaient exprimées,
que ce soit, là plutôt pour des questions d'organisation qu'a évoqué Olivier Véran dans des pharmacies, on a effectivement des doses qui sont restées inemployées. Ça, il faut à tout prix qu'on les redéploie. Pour autant, même ce redéploiement, à ce jour, ne va pas, évidemment, suffire à vacciner l'ensemble de la population française. Je vous ai donné tous les chiffres tout à l'heure. S'agissant, madame, des contrôles, je vous confirme que nous effectuons des contrôles. Votre question consistait à savoir si des fonctionnaires s'étaient fait verbaliser, c'est ça. Alors, il y en a peut-être certains, je n'ai pas de relevé statistique. En règle générale, vous savez, les fonctionnaires font leur travail. J'ai eu connaissance, effectivement, de certains abus, qui sont sans doute ceux auxquels vous pensez, et les ministres sous l'autorité desquels se trouvent ces fonctionnaires, ont diligenté les investigations et les poursuites nécessaires. Ce que je peux vous donner de façon un peu plus globale, c'est-à-dire pour l'ensemble de nos concitoyens, s'agissant du contrôle du respect du couvre-feu et des mesures sanitaires en général, dans la semaine qui s'était achevée le 2 mars, sachez que nous avons contrôlé en France 424 000 personnes, ce qui a donné lieu à 43 000 verbalisations. 5 335 commerces et restaurants, puisque vous avez évoqué cette catégorie, ont été contrôlés au titre du couvre-feu, et il y a eu 225 verbalisations. Bon, c'est trop, mais enfin, je souligne quand même le respect, et je veux le dire par nos concitoyens, quels qu'ils soient, globalement, des règles que nous édictons. On a également, je vous rappelle, depuis le mois de décembre dernier, comptabilisé 255 rassemblements festifs clandestins qui ont donné lieu à des interventions des forces de sécurité intérieure, lesquelles ont conduit à 255 interpellations, dont 192 poursuites à caractère pénal. Je voudrais aussi, pour souligner leur travail, indiquer que les agents de la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes conduisent également des contrôles. Ce sont des contrôles évidemment plus ciblés. Ils se sont élevés à 647 la semaine dernière. Et j'en profite pour vous rappeler que nous avons, au terme d'un décret paru il y a quelques jours, augmenté les amendes pour les rendre plus dissuasives. Et notamment, vous le savez, ce qu'on appelle un établissement recevant du public ne respecte pas les règles de fermeture dont il fait l'objet, eh bien, nous avons fixé, augmenté, passé plus exactement de 135 € à 500 €, ce qu'on appelle l'amende forfaitaire. L'amende forfaitaire dite majorée est passée à 1 000 €, et tout ça est multiplié par 5 lorsque ce n'est pas une personne physique qui est en cause, mais une personne morale. Allez, on va faire 2 dernières questions et on arrête. Bonsoir, messieurs. Jean-Rémy Baudot pour Europe 1. Vous avez pointé le taux de vaccination trop faible chez les soignants. Question simple, ne faudrait-il pas rendre obligatoire cette vaccination chez les soignants? Et puis pour rebondir sur la question de ma consoeur d'AIP, vous évoquez déjà le retour à la vie normale. Vous parlez de l'incontestable réussite de la vaccination dans les EHPAD. Vous vous comparez à d'autres pays. Si je caricature, on a l'impression presque que tout va bien. Est-ce que vous ne faites pas preuve d'un peu trop d'autosatisfaction, alors même que les réas sont au bord de la saturation et qu'il y a des centaines de morts par jour? Merci. Alors, je réponds. Olivier répondra sur la vaccination obligatoire des soignants. Je ne pense pas vraiment avoir fait d'autosatisfaction, et je dois vous dire au contraire que s'il est notre devoir, monsieur, de préparer la suite, on a parlé de l'échéance du 15 avril et après, l'heure n'est pas à envisager des réouvertures. L'heure est effectivement, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, tant la semaine dernière qu'aujourd'hui, à une situation préoccupante, en particulier, vous l'avez dit, dans les services hospitaliers. Et donc, ce que nous cherchons à faire, c'est toujours à respecter cet équilibre entre mesures à caractère sanitaire pour protéger nos concitoyens, pour éviter les afflux dans les établissements de santé et permettre à une vie de continuer à se dérouler, parce que nous savons que des mesures trop dures sont susceptibles d'avoir des conséquences extrêmement lourdes, tout en restant en permanence,
mobilisés, surveillant territoire par territoire pour prendre les meilleures dispositions possibles qui peuvent être, je ne m'en suis jamais caché, des mesures encore plus difficiles que celles que nous annonçons aujourd'hui. Je le répète, c'est un combat collectif. Si les Françaises et les Français, et je sais qu'ils le souhaitent, veulent que nous puissions nous affranchir, il faut déployer la vaccination, il faut qu'ils se fassent vacciner dès que les vaccins sont là, et c'est notre rôle, et il faut aussi qu'ils respectent les règles que la gestion de cette crise sanitaire appelle de leur part, et ils les connaissent, parce que ce sont aussi, vous le savez, des armes puissantes pour empêcher l'épidémie de se développer. Olivier ? Oui, et c'est vrai que nous vivons des temps difficiles et on a besoin de tenir et nous avons aussi besoin de perspectives. Sur la vaccination des soignants, d'abord je voudrais vous dire ma conviction profonde, c'est que l'adhésion des soignants à la vaccination va augmenter. Elle va augmenter. Je crois que le temps de la réticence est derrière nous. Il y a eu des réflexions, il y a pu y avoir des doutes. Est-ce que tel vaccin est plus adapté que l'autre? Est-ce que les effets indésirables de tel vaccin justifient qu'on se vaccine? Oui. Oui, bien sûr que ça justifie qu'on se vaccine. Se protéger soi-même et protéger les autres. Ce n'est pas un problème franco-français. Regardez autour de nous, il n'est pas rare que le taux d'adhésion des soignants à la vaccination soit un peu plus faible que le taux d'adhésion de la population générale. Mais souvenez-vous, quand on parlait de l'adhésion des personnes âgées en EHPAD et qu'on nous disait, vous regardez dans les enquêtes d'opinion, 50-60% des personnes âgées acceptent de se faire vacciner, on va atteindre les 85% des personnes âgées en EHPAD bientôt qui auront accepté la vaccination. Et ceux qui ne l'auront pas accepté, enfin, ceux qui ne seront pas vaccinés, pour la plupart, sont des gens qui ne peuvent pas être vaccinés pour des raisons de santé. Donc, je crois profondément qu'on va améliorer tout ça. Je vais écrire aux médecins, je vais écrire aux infirmières, je vais écrire aux sages-femmes, je vais écrire aux kinés, à tout le monde, une lettre, encore une fois, pour dire ce qu'a très bien dit le docteur Albi tout à l'heure. Tout ce que la nation leur doit, depuis plus d'1 an, du combat qu'ils mènent partout dans les hôpitaux et en ville. Et je vais leur dire que ce combat, ils le mèneront encore mieux s'ils sont eux-mêmes protégés. Pour eux et pour les autres. Et je leur demande de se faire vacciner. Il y a des offres de vaccins pour eux. Ils sont prioritaires et c'est normal. Donc, je pense que ce sera suffisant. Si vous me posez la question de savoir « et si ça ne suffisait pas ?» J'aime pas les « et si ?» parce que je pense qu'on peut avancer différemment. Mais si ça ne suffisait pas, alors nous pourrions envisager une saisine du Conseil consultatif national d'éthique qui serait fondé, comme il a déjà pu le faire sur des vaccinations, qu'elles soient obligatoires ou non, à nous dire s'il faut aller au-delà. Mais encore une fois, je préfère me projeter à demain, à cette lettre pour nos soignants et à l'impact aussi de la communication que vous nous permettez d'avoir en leur direction pour qu'ils se protègent. Merci beaucoup, mesdames et messieurs.